Bette Midler a joué une fois presque nue dans un bain public au sous-sol, chantant pour des hommes en serviette sous l'emprise de drogue. Elle a pris du LSD 15 fois et a avalé des amphétamines juste pour rester éveillée pour ses spectacles nocturnes débridés. La police a fait une descente 3 fois, mais elle a continué à se produire jusqu'à 4 heures du matin. Cette femme intrépide a épousé un inconnu après 6 semaines et a bâti un empire valant des millions. Mais en janvier 2025, les fans ont halté en la voyant. Elle est apparue dans un fauteuil roulant, portant des lunettes de soleil sombre, à peine capable de se tenir debout. La transformation est déchirante et choquante. Bette Midler est née le 1er décembre 1945, quelques mois seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle est bel et venue au monde à Honolulu, à Hawaï, mais ce n'était pas le paradis que la plupart des gens imaginent. Son père, Fred, peignait des maisons pour la marine et gagnait à peine assez pour payer l'électricité. Sa mère, Ruth, travaillait comme couturière. Ils étaient si pauvres que Betty a dit plus tard que ce n'était pas seulement difficile, c'était de la survie. Elle a dit un jour à un journaliste que c'était cette soif d'en avoir plus qui l'avait poussée à quitter Hawaï pour New York. Elle était la 3e de 4 enfants, entassés dans une maison qui n'avait pas d'espace supplémentaire, pas d'argent supplémentaire et pas de place pour les rêves, à moins de se battre pour eux. La vie n'était pas douce, et son père non plus. Il vivait dans un quartier principalement asiatique à Aya, où sa famille se démarquait à tous les niveaux. Elle était juive, pâle, bruyante et différente. Sa mère l'a nommée d'après la célèbre actrice Bette Davis, bien qu'elle l'ait mal prononcée, et lui ait donné un nom qui se démarquait encore plus. Cette différence n'a pas apporté d'admiration. Elle a apporté l'isolement. Elle a été intimidée, exclue, et on lui a fait sentir qu'elle n'avait pas sa place. Elle a trouvé la paix, non pas avec les gens, mais avec la nature. Elle parlait du ciel, de la mer, des fleurs et des insectes, comme s'ils étaient ses seuls amis. Et d'une certaine manière, ils l'étaient. Il ne la jugeait pas. Il ne la rejetait pas. À la maison, les choses étaient encore plus difficiles. Son père n'était pas seulement strict, il était cruel. Il détestait tout ce qui avait trait au monde du spectacle et considérait sa passion pour cela comme une maladie. Lorsque ses sœurs essayaient de se maquiller, il jetait le maquillage dans les toilettes. Quand sa sœur Susan rentrait tard, il l'enfermait dehors. Son jeune frère Daniel avait des lésions cérébrales et leur père lui criait dessus quotidiennement en essayant de lui apprendre à lire. Il a dit à Bette qu'elle ressemblait à une femme de mauvaise vie et a refusé de la voir se produire, même lorsqu'elle était célèbre. Il ne l'a regardée qu'une seule fois à la télévision, chez Johnny Carson. Ce genre de rejet est profond, surtout quand il vient de la personne qui vous a élevé. Mais même avec toute cette obscurité, il y avait une étincelle en elle. Elle a commencé à chanter quand elle avait 3 ans. Sa voix résonnait à travers leur douche en étain où l'acoustique transformait la salle de bain en sa première scène. Parfois, les voisins se rassemblaient à l'extérieur juste pour l'entendre. D'autres lui criaient d'arrêter, mais elle a continué. Sa mère, malgré leurs difficultés, a vu quelque chose en elle. Elle a inscrit B et ses sœurs à des cours de danse et de musique, même lorsqu'elles avaient à peine les moyens de se nourrir. C'était sa rébellion silencieuse contre la tyrannie de son mari. Elle voulait qu'au moins. Une de ses filles est un moyen de s'en sortir. Au Radford High School, Betty ne s'est pas fondue dans le décor. Elle est devenue présidente de classe. Elle a été nommée la plus bavarde et la plus dramatique. Mais elle a aussi lutté contre de profonds problèmes d'image corporelle. À un moment donné, elle pesait plus de 90 kilos et ses camarades de classe ne le lui ont pas fait oublier. Ils se moquaient d'elle, l'insultaient, lui faisaient sentir que son corps était quelque chose dont elle devait avoir honte, mais elle n'a pas arrêté de jouer. Elle n'a pas arrêté de rêver. Et quand elle a obtenu son diplôme en 1963, elle l'a fait en tant que majeure de promotion. Elle a commencé l'université la même année à l'université d'Hawaï à Manoa. Mais la salle de classe n'était pas l'endroit où son cœur était. Après 3 semestres, elle a abandonné. Elle avait un objectif, quitter Hawaï et percer.
Elle a accepté des emplois dégradants pour économiser de l'argent. L'un des plus surréalistes était de travailler comme danseuse de gogo dans une usine d'ananas. Elle a également trié des ananas sur des chaînes de montage. C'était un travail collant et répétitif, mais elle gardait les yeux rivés sur New York. Eletham est à l'arrivée à Manhattan le 15 décembre 1965 à seulement 19 ans, avec seulement 35 $ en poche. Elle s'est enregistrée à l'hôtel Webster pour 12 $ par semaine et a survécu avec des sandwichs au beurre de cacahuètes et des pourboires de vestiaire. Elle a même volé du papier panne et toilettes dans les toilettes publiques juste pour s'en sortir. Elle a auditionné pour 47 spectacles et a été rejetée à maintes reprises, mais elle n'a jamais abandonné. En 1966, elle a finalement percé. Elle a été choisie pour jouer Seidel dans Fiddler on the Roof à Broadway. Mais ce n'était pas le rêve qu'elle avait imaginé. Elle gagnait seulement 85 $ par semaine et vivait dans un petit appartement avec 5 autres acteurs. La salle de bain était partagée. Les cafards étaient partout et la chaleur était insupportable. Elle dormait sur un lit pliant. Ses pieds saignaient à cause de la danse. Elle a joué 8 spectacles par semaine pendant 3 années consécutives, mais elle y a appris tout ce qu'elle devait savoir sur l'art de la scène. Puis est arrivé quelque chose d'inattendu. En mai 1970, elle a commencé à se produire au Continental Baths à Manhattan. Et c'était un bain public gay caché au sous-sol d'un hôtel. Elle ne portait qu'une serviette et des talons et chantait pour des hommes se prélassant dans des hammams. L'air était épais, les lumières étaient tamisées et tout pouvait arriver. Son pianiste était Barry Manilow, qui gagnait 35 $ par spectacle. Elle en gagnait 50, parfois plus, avec les pourboires. Elle s'y produisait jusqu'à 4 heures du matin, même après les spectacles de Broadway. La police a fait une descente 3 fois. Elle a continué à se produire. Elle a appelé cela son école supérieure. Les drogues étaient partout pendant ces années. Entre 1967 et 1969, elle a pris du LSD au moins 15 fois. Elle fumait de la marijuana avant les spectacles pour apaiser ses nerfs, mais parfois, elle devenait trop paranoïaque pour monter sur scène. Une fois, elle s'est produite alors qu'elle était encore en plein trip de la veille, regardant la scène fondre autour d'elle. Elle a également pris des amphétamines juste pour rester éveillée pour tous ses concerts nocturnes. Mais après un terrible trip sous acide en 1970, où elle a cru qu'elle perdait la tête, elle a arrêté net. En 1969, elle a obtenu son premier rôle au cinéma à Hawaï dans un film énorme avec Julie Andrews. Cela aurait dû être un triomphe, mais cela s'est transformé en désastre. Lors de son premier jour de tournage, elle a oublié ses lignes 5 fois. Le réalisateur lui a crié dessus et l'a traitée d'amateur. Elle a été renvoyée le lendemain. Ses scènes ont été retournées avec quelqu'un d'autre. Elle a quand même été créditée, mais l'expérience a presque mis fin à sa carrière à l'écran avant qu'elle ne commence. Mais ensuite est arrivé 1972. Son premier album, The Divine Miss M, a explosé. Il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Elle a remporté un Grammy en 1973 pour la meilleure nouvelle artiste. Des chansons comme Do You Want to Dance et Friends ont fait d'elle une star. Patty Andrews a même confondu sa version de Boogie Woogie Bogle Boy avec l'original. Cet album, réalisé avec Barry Manilow, a tout changé. De retour au Continental Baths, elle était désormais une légende. Un soir de 1971, elle a terminé un spectacle en se dénudant devant la foule, avec rien d'autre qu'une serviette. Des célébrités remplissaient l'endroit. Atlantic Records l'a remarqué. Ils lui ont proposé un contrat, mais elle a quand même dû se battre. L'industrie adorait exploiter les nouveaux artistes, et elle le savait. La chanson Friends n'était pas qu'un succès. Cela signifiait quelque chose de personnel. Son ami, Buzzy Leonard, lui l'avait chanté pendant un moment de solitude et de désespoir, et elle en a fait son hymne. C'est devenu un moyen de dire à son public, en particulier aux hommes gays qui remplissaient ses bains publics, qu'elle les voyait, qu'ils n'étaient pas seuls. En 1973, elle a lancé sa première grande tournée,
Clams on the Half Shell Review. C'était éblouissant, épuisant et chaotique. Ses choristes n'arrêtaient pas de changer. Barry Manilow a retardé sa carrière solo juste pour terminer la tournée avec elle. Ils ont joué dans de petites salles qui ne pouvaient même pas contenir l'ensemble complet. Elle a tout donné jusqu'au dernier spectacle le 23 décembre. La même année, sa reprise de Hello in There de John Prine a bouleversé les gens. Il s'agissait de personnes âgées, oubliées par le monde, et Beth l'a chanté avec de la douleur dans sa voix. À ce moment-là, elle se disputait avec sa propre famille. Son père lui parlait à peine. Son succès s'accompagnait de solitude, la phrase de la chanson qui parle d'attendre que quelqu'un dise bonjour là-dehors. Dan ne concernait pas seulement les étrangers, il s'agissait d'elle. Bette Midler est entrée dans le monde du cinéma en 1969 avec une performance qui a frappé comme un éclair. Elle n'avait jamais été dans un film auparavant, pas une seule fois. Et pourtant, dans The Rose, elle a donné quelque chose de si brut que cela a stupéfié le public et les critiques. Il était vaguement basé sur la vie de Janis Joplin. Et elle n'a pas agi comme quelqu'un qui joue une rockstar tragique. Elle l'est devenue. Le réalisateur Mark Rey a dit que son talent ressemblait à une blessure ouverte et il ne voulait pas qu'elle joue des scènes. Il voulait qu'elle les revive. Les scènes de concert ont été tournées en direct devant ses propres fans, ce qui signifiait qu'elle devait faire semblant d'être une chanteuse de fiction, pendant que ses vrais fans faisaient semblant de ne pas la connaître, puis elle devait faire semblant qu'ils l'aimaient pour quelqu'un d'autre. Ce genre de torsion mentale en a fait l'une des performances les plus brutalement émotionnelles jamais capturées au cinéma. Une scène en particulier où Rose est ivre, brisée et assise seule dans son ancien lycée, appelant ses parents une dernière fois, a laissé les spectateurs anéantis. Ce n'était pas seulement du jeu d'acteur. C'était un effondrement. La douleur semblait réelle. Cela ressemblait à un appel à l'aide, pas à une scène de film. Mais derrière tous ces éloges, la pression montait. En 1980, elle a sorti Divine Madness, un film de concert destiné à mettre en bouteille son énergie sur scène. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Les enregistrements originaux avaient tellement de problèmes qu'ils ont dû refaire une grande partie du son en studio. Sa voix était tendue, son corps épuisé. Elle s'était produite sans arrêt et maintenant, le film devait être reconstitué à partir de fragments. Cela a quand même fonctionné. Cela a capturé le chaos et le feu de ces spectacles. Mais les fissures derrière la scène s'agrandissaient. Puis est arrivé 1982 et un désastre nommé Jinxed. Le titre s'est avéré prophétique. La production a été un cauchemar. Le film a coûté plus de 13 millions de dollars, mais a à peine rapporté 2,8 millions de dollars. La tension entre Midler et son co-star Ken Wall est devenue tristement célèbre. Wall a déclaré publiquement qu'il détestait l'embrasser. Le réalisateur Don Siegel, qui avait autrefois réalisé Dirty Harry, a dit qu'il préférerait mourir de faim plutôt que de revivre quelque chose comme ça. Les combats n'étaient pas cachés, ils étaient constants. Siegel a même eu une crise cardiaque pendant la production et un autre réalisateur a dû intervenir discrètement pour terminer certaines parties du film. À la fin, la carrière de Siegel était terminée. Le scénariste a retiré son nom du projet. C'était une implosion complète et la carrière de Midler a failli s'effondrer avec elle. Mais ensuite, 1986 est arrivé avec une histoire différente. Dans Down and Out in Beverly Hills, elle a joué une riche femme au foyer refoulé, se désagrégeant à l'intérieur de sa vie parfaite. Le film a explosé en popularité et Midler a prouvé qu'elle pouvait faire plus que simplement souffrir à l'écran. Elle pouvait aussi faire rire les gens. Son personnage était drôle, coincé, désespéré et finalement libre. Quelque chose dans cette transformation du contrôle étouffant à la libération tremblante a connecté avec le public. Et en coulisses, Midler se frayait un chemin pour se remettre des dommages causés par Jinxed. Elle n'avait pas terminé. Pas encore. En 1983, cependant, elle avait pris un pari avec sa musique.
Elle a sorti un album intitulé No Frills et il ne ressemblait en rien au Midler dont les fans se souvenaient. Elle a abandonné le cabaret pour le rock et les guitares New Wave et les synthés en essayant de sonner moderne, mais cela n'a pas fonctionné. Les critiques n'ont pas compris, ses fans non plus. Les sessions ont été épuisantes. La pression du label insupportable. 3 singles en sont sortis et aucun d'eux n'a pu sauver l'album. C'est devenu une leçon pour Midler. Essayer de suivre les tendances au lieu de son instinct n'était pas la voie à suivre. Puis, en 1988, il s'est passé quelque chose de remarquable. Elle a chanté une chanson qui porterait son nom à jamais. Wind Beneath My Wings, qui fait partie du film Beaches, est née d'un chagrin d'amour. Elle avait perdu des amis à cause du sida, et quand elle a chanté cette chanson, c'était plus qu'une performance. C'était un deuil. Elle a atteint la première place aux États-Unis et en Australie et a atteint la 5e place au Royaume-Uni. Elle a remporté le Grammy de l'enregistrement et de la chanson de l'année en 1990. Les gens ont ressenti le chagrin derrière la voix. Ce n'était pas seulement triste, c'était honnête. C'était une femme portant le souvenir de personnes disparues trop tôt. Quand elle a sorti Some People's Lives en 1990, c'est devenu son album le plus réussi. Mais, une fois de plus, derrière le succès se cachait la douleur. Elle avait fait une fausse couche pendant la réalisation de cet album. Le chagrin d'amour traversait chaque note. From a Distance est devenue l'encre, une chanson pleine d'espoir avec un courant sous-jacent déchirant. Il a remporté un autre Grammy et l'album est devenu double platine. Il s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis et encore plus dans le monde entier. Mais pour Midler, il était lié au rêve d'un enfant qu'elle n'a jamais pu tenir dans ses bras. En 1993, elle a lancé une tournée appelée Experience the Divine. Elle a rapporté 20 millions de dollars. C'était du pur spectacle. Costumes, lumière, contes de poissons, humour, musique, folie. Mais à Las Vegas, le rêve s'est fissuré. Un décor s'est effondré pendant l'installation, blessant des membres de l'équipe et annulant le spectacle du soir. C'était un rappel brutal que même le spectacle a un coût. Les protocoles de sécurité ont été remaniés, mais le spectacle a continué. Il le fallait. En 1995, tout a de nouveau changé. Sa mère est décédée d'un cancer. Midler a sorti Bed of Roses cette année-là, un album plus doux et plus émotionnel, teinté d'influences country. Le chagrin a imprégné la musique. Elle s'est effondrée lors d'une interview télévisée, incapable de parler des chansons inspirées par sa mère. La douleur était fraîche, brute et réelle. Les critiques ont remarqué que ce n'était plus la Bette Midler plus grande que nature. C'était une fille en deuil, utilisant la musique pour s'accrocher à quelque chose déjà perdu. For the Boys est sorti en 1991, mais son ombre a plané longtemps. Midler a remporté le Golden Globe pour ce film en 1992. Sa deuxième nomination aux Oscars a suivi, mais le film lui-même a perdu plus de 23 millions de dollars. Elle a joué le rôle d'une artiste de l'USO à travers des décennies de guerre, et le bilan émotionnel du rôle était visible. Pendant son discours de remerciement, elle a remercié le réalisateur pour ce qu'elle a appelé l'expérience la plus heureuse qu'elle ait eue au cinéma. Mais ce bonheur n'a pas été partagé par le public. Ils ne se sont pas présentés. Puis est arrivé Hocus Pocus en 1993, une comédie d'Halloween, mais le processus de maquillage a été un enfer. Elle a conçu le personnage elle-même. Dents pointues, ongles incurvés, pas de sourcils, une perruque triangulaire qui brillait sous les lumières. Cela prenait des heures chaque jour. Le film n'a pas été un succès au début, mais avec le temps, il est devenu un classique culte et Wilfred Sanderson est devenu l'un de ses personnages les plus aimés. En 2022, elle l'a ramené pour une suite. Et soudain, la femme qui avait failli perdre sa carrière à cause d'un seul film avait donné vie à un personnage qui lui survivrait. En 1996, The First Wives Club est arrivé. Il a débuté discrètement avec de faibles attentes. Mais ensuite, il n'a cessé de croître.
Il a rapporté plus de 151 millions de dollars dans le monde entier. Il est devenu le 11e film le plus rentable de l'année. Les femmes se sont senties vues et elles se sont présentées. Midler, Goldie Hawn et Diane Keaton sont soudainement devenues le visage de l'autonomisation des femmes au box-office. Elles ont remporté des prix, changé les récits. Mais derrière le succès, il y avait des murmures, des rumeurs de tension, d'égos qui s'affrontent, de scènes qui n'ont pas été faciles à tourner. Pourtant, elles ont créé quelque chose d'inoubliable. Les années 2000 n'ont pas bien commencé. Elle a joué dans une sitcom appelée Bette sur CBS. Elle a bien démarré, mais s'est effondrée rapidement. Son co-star Kevin Dunn est parti, invoquant des combats. Elle était épuisée, mais même si la série a échoué, elle a glissé dans un petit rôle non crédité, dans Ce que veulent les femmes, qui a fini par rapporter 370 millions de dollars. Parfois, un murmure parle plus fort qu'un cri. Elle ne s'est pas arrêtée. Au milieu des années 2000, elle est devenue plus sélective. Elle s'est moins improduite, a choisi avec soin, a soutenu des causes, s'est présentée là où cela comptait. Elle n'a pas réalisé, puis elle m'a trouvé, mais elle est restée dans l'œil du public avec élégance et résilience. Le magazine Time l'a un jour qualifiée de statue de la libido d'un mètre 50 portant une torche bleue. Il ne s'agissait pas seulement d'attrait sexuel, il s'agissait de feu. En 2013, elle est revenue à Broadway. I'll Eat You Last était son retour, un spectacle d'une femme remplie de potins sales et de vérités brutales. Elle a joué Sue Mangers et n'a pas mâché ses mots. Elle a dénoncé les secrets d'Hollywood sur scène. Lorsque Jane Fonda a contesté l'une de ses affirmations, cela n'a fait que rendre le spectacle plus électrique. Elle choisissait des membres du public au hasard pour aller chercher des boissons ou des joints au milieu du spectacle, choquant tout le monde. La performance était sauvage et inoubliable. En 2017, elle a repris Hello Dolly et a failli se briser le corps en le faisant. Une pièce de décor s'est écrasée sur une autre pendant les avant-premières, Elle est tombée. Elle a eu besoin d'une opération au genou. Des rumeurs ont circulé, selon lesquelles elle ne pourrait peut-être plus jamais se produire, mais elle est revenue et a terminé le spectacle. Le public s'est levé pour elle. Elle a remporté le Tony. Elle a continué. Le spectacle a rapporté des millions. Il a battu des records avant même son ouverture. Mais en coulisses, les choses n'étaient pas parfaites. Les membres de la distribution ont discrètement signalé du racisme. Des plaintes ont été déposées. Des règlements ont été conclus. Ce n'était pas que des paillettes et des roses, mais le spectacle ne s'est pas arrêté. Lors de sa dernière soirée, elle a collecté plus d'argent pour la charité. Certains ont appelé cela une opération de contrôle des dommages. D'autres ont simplement appelé cela Bette étant bête, résiliente, défiante, sans filtre. Ensuite, il y a eu sa relation. Tout a commencé de la manière la plus inattendue. À 2 heures du matin, le 16 décembre 1984, Bette Midler s'est tenue devant un hôtel de Las Vegas avec un homme qu'elle ne connaissait que depuis 6 semaines. Il s'appelait Martin von Heiselberg. Et leur mariage a été si précipité qu'il n'y avait pas d'invité, pas de photos, pas même un souvenir précis de l'endroit exact où il s'est déroulé. Un imitateur d'Elvis a officié la cérémonie et, pendant des années, c'est le seul détail dont ils se sont vraiment souvenus. Personne n'avait de téléphones avec appareil photo en 1984. Et c'est ainsi que ça s'est terminé jusqu'à ce que, des décennies plus tard, des archives de chapelle exhument de manière inattendue des photos perdues depuis longtemps du mariage. Bette et Martin avaient complètement oublié qu'elles existaient même. Mais ce qui a commencé comme un acte spontané s'est transformé en quelque chose de rare. Au début, leur vie ensemble n'était pas du tout traditionnelle. Pendant les 2 premiers mois, ils n'ont même pas vécu dans la même maison. Et une fois qu'ils l'ont fait, ils ont quand même gardé des chambres séparées, ce que B a dit plus tard était absolument essentiel pour leur santé mentale. Elle a blâmé son ronflement, mais la vérité est qu'ils se connaissaient à peine lorsqu'ils se sont mariés.
Ils l'ont admis dans une interview en 1991, disant que ses premières années ont été difficiles. Ce que la plupart des gens ne savaient pas, ne savaient pas, c'est que B. Avison avait traversé une dépression nerveuse à peine 2 mois avant le mariage en octobre 1984. Ce moment de vulnérabilité a conduit à une décision qui aurait pu sembler imprudente, mais qui a, en quelque sorte, duré toute une vie. Leur fille, Sophie, est née le 14 novembre 1986. Pendant des années, Beth l'a fortement découragée de rejoindre le monde du spectacle. Sophie a étudié la sociologie et les études asiatiques à Yale et a envisagé de devenir tout, d'une astrophysicienne à une rédactrice en chef. Mais en avril 2008, elle a finalement dit à sa mère que le métier d'actrice était la seule chose qu'elle voulait vraiment faire. C'était la première fois qu'elle en parlait. En 2014, Sophie avait terminé sa maîtrise en beaux-arts à la Yale Drama School et a fait ses débuts sur scène la même année. Une décennie plus tard, en 2024, elle et sa mère ont partagé l'écran ensemble pour la première fois dans un film intitulé The Fabulous Four. La carrière de Beth n'était pas seulement remplie d'applaudissements et de prix. Elle a été une fois entraînée dans une bataille juridique qui a changé à jamais le droit des célébrités. En 1988, la Ford Motor Company a tenté d'utiliser sa voix dans une publicité pour Lincoln Mercury. Elle avait refusé leur offre, alors ils ont embauché quelqu'un pour l'imiter. Beth les a poursuivis. L'affaire est allée jusqu'à la 9e cour d'appel du circuit. Elle a gagné. La décision a déclaré que la voix d'une personne pouvait être tout aussi protégée que son visage. Cette seule affaire a remodelé les droits des artistes à travers le pays et est toujours référencée dans les grandes scènes et batailles juridiques aujourd'hui. Mais tout ne s'est pas réglé dans une salle d'audience. Dans les années 1970 et dans les années 1940, Betty a eu une querelle très publique avec Dolores Hope, la femme de Bob Hope. Le conflit a commencé pendant les spectacles militaires. Les routines de Betty étaient audacieuses, parfois risquées. Dolores les a trouvées offensantes et les a qualifiées de non patriotiques. Elle a même essayé de faire interdire à B de se produire pour les troupes. Beth a répondu avec des blagues et des piques de son propre chef, se moquant de l'âge de Bob Hope et de leur image à l'ancienne. Ce n'était pas seulement personnel, c'était culturel. Une génération s'opposant à une autre. En direct sur scène et dans des interviews année après année. Et puis, il y a eu les rumeurs de drogue. À l'époque de ces cabarets au Continental Baths de New York, les tabloïds affirmaient que B consommait de la cocaïne et des amphétamines pendant les spectacles. En 1964, les rumeurs ont explosé lorsque d'anciens choristes l'ont accusée directement. Elle a riposté avec force, disant à Rolling Stone qu'elles étaient trop paranoïaques pour jamais toucher à des drogues dures et qu'elle préférait boire. Mais en 1975, elle a été arrêtée pour possession de marijuana dans une discothèque de New York. Les accusations ont été abandonnées, mais le scandale a failli lui coûter un contrat d'un enregistrement avec Atlantic Records. À partir de ce moment, elle a soigneusement créé une image publique plus propre, sachant qu'un seul faux pas pourrait lui coûter tout ce qu'elle avait construit. Des années plus tard, la controverse est venue de quelque chose d'entièrement différent. Entre 2017 et 2020, le compte Twitter de Beth est devenu une source de réactions négatives constantes. En octobre 2017, elle a tweeté à propos d'Harvey Weinstein, affirmant qu'elle était au courant de son comportement depuis des années. Beaucoup ont interprété cela comme une accusation de la victime et la réaction négative a été immédiate. En 2018, elle a publié une photo portant une coiffe amérindienne et a dû présenter des excuses publiques. En 2019, elle a fait des commentaires sur les droits des personnes transgenres qui ont suscité l'indignation même parmi ses partisans de longue date de la communauté LGBTQ+. Certains fans ont appelé au boycott. Des alliés ont tourné le dos. Les dommages n'étaient pas seulement en ligne. Ils ont eu des répercussions sur sa carrière, prouvant à quel point
Un seul tweet pouvait annuler des décennies de bienveillance. En 2022, elle est revenue au rôle qui l'avait rendue emblématique, Wilfred Sanderson dans Hocus Pocus 2. Mais cette fois, le public n'a jamais vu ce qui se passait réellement en coulisses. Les costumes pesaient plus de 7 kilos. Elle avait 76 ans et souffrait atrocement de problèmes de dos chroniques. Chaque scène de danse, chaque moment de comédie physique était une agonie. Elle avait besoin d'analgésiques. Elle avait besoin de physiothérapie. Mais elle n'a jamais manqué une seule journée sur le plateau. Elle a dit à l'équipe qu'elle préférait mourir en costume plutôt que de décevoir les fans. Et peut-être qu'elle le pensait. Son film suivant, The Fabulous Four, est venu avec un poids émotionnel qu'elle n'avait jamais prévu. Juste avant le tournage, en mars 2023, sa sœur Susan est décédée d'une pneumonie à l'âge de 76 ans. Elles étaient incroyablement proches. Susan avait 2 ans de moins, et Bette a dit qu'elle avait l'impression de répéter son propre avenir en filmant le film. Il y a eu un moment sur le plateau où elle tournait une scène sur la sororité. Elle a fondu en larmes et n'a pas pu continuer. Le tournage a été interrompu pendant 20 minutes. Les émotions n'étaient plus seulement du jeu d'acteur, elles étaient réelles. Puis est arrivé quelque chose qu'elle n'avait jamais vu venir. En 2020, son organisme de bienfaisance environnementale bien-aimé, le New York Restoration Project, a été secoué par une trahison. Une employée de longue date nommée Maria Gonzalez a volé un demi-million de dollars grâce à de fausses factures et des contrats fantômes. Elle était avec le projet depuis 8 ans. Betty l'avait même invitée à des fêtes privées de fin d'année. L'argent était censé financer la plantation d'arbres et la restauration de parcs dans les zones négligées de la ville. Au lieu de cela, 3 projets majeurs ont été annulés et 6 personnes ont perdu leur emploi. Gonzalez a été condamnée à 3 ans de prison, mais le coût émotionnel pour Bette a été beaucoup plus profond. Cet organisme de bienfaisance faisait partie de son héritage. Maintenant, il portait une cicatrice. En janvier 2025, quelque chose s'est produit qui ressemblait à un adieu. Beat s'est présenté sans annonce à une représentation à Broadway de Death Becomes Her. Elle portait des lunettes de soleil sombre et était assise dans un fauteuil roulant, poussé par son assistante. Elle avait 79 ans et luttait contre une arthrite sévère aux genoux et aux hanches. Lorsque les fans l'ont reconnue pendant l'entracte, beaucoup ont pleuré. Elle a essayé de se lever et de faire signe de la main. Les membres de la distribution l'ont emmenée dans les coulisses et elle a passé près d'1 heure à partager des histoires. Des rumeurs ont circulé à propos d'une tournée d'adieu, mais son équipe l'a démenti. Elle n'était plus la force imparable de Hello Dolly. En 2017, la douleur était réelle maintenant. Les limitations étaient claires. Mais même ainsi, sa présence a rempli ce théâtre de quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué.